Bonjour, je m'appelle Louis Drancourt, je suis storyboarder. Vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire ce métier. Ça consiste à dessiner en amont du tournage, sous la dictée du réalisateur, les plans qui feront le film. C'est en fait la première matérialisation d'un projet cinématographique visuellement, à l'inverse du scénario où c'est de l'écrit et on n'a pas d'image. J'ai toujours aimé dessiner. Quand j'étais à l'école, au lieu de prendre des notes, je remplissais mes cahiers de petits dessins. Donc c'était évident que j'allais faire quelque chose dans le dessin. Quand j'ai commencé des études d'art graphique, j'ignorais jusqu'à l'existence de ce mot abscon. En sortant, j'ai travaillé dans de la publicité, j'ai fait du montage, de la maquette, de l'exécution. L'APO n'existait pas encore. Et puis un jour, en agence de publicité, on m'a donné des marqueurs, on m'a dit tu vas faire des roughs et des storyboards. Et un peu plus tard, j'ai fait une formation à l'école des Gobelins, de storyboard de cinéma d'animation. Et en 2002, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Raphaël Saint-Vincent, qui a tout fait pour essayer de développer ce métier et le sortir de son maquis. Et j'ai commencé mon premier court métrage, donc sous la direction d'un jeune réalisateur. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à me poser la question de l'enseignement, parce qu'il y avait des lycées qui proposaient une épreuve de storyboard pour le bac option audiovisuel, ce qui m'a amené à écrire un livre qui est sorti en 2012. Alors le cinéma, en fait, comme beaucoup de storyboarders, puisqu'il n'y a pas de... Dans les écoles de cinéma, il n'y a quasiment pas de formation pour le storyboard, à part quelques exceptions, et ce depuis pas très longtemps. Euh, j'ai découvert le cinéma petit à petit avec ses règles, son langage, son vocabulaire, et même mon cher ami Bruno de Dieuleveux, qui est malheureusement décédé, qu'on considère un peu comme le père du storyboard français. Lui aussi, il venait de la pub, et quand il a travaillé dans le cinéma, notamment pour Gérard Houry, il ne savait pas ce que c'était que la règle des 180 degrés. Comme quoi, tout s'apprend sur le tas. Dans un premier temps, donc, un réalisateur a besoin de se rassurer, et il aime bien pouvoir transformer ce qui était de l'écrit, qui reste complètement mental, à avoir des images, quelle que soit la qualité de l'image. Donc il va faire appel à un storyboarder. Et donc dans un premier temps, il va y avoir des séances de briefing, et c'est là que c'est le côté fondamental. Il faut vraiment que les deux travaillent en parfaite harmonie. Il faut absolument, bien entendu, que le storyboarder soit totalement dévoué à son réalisateur, qui il fait abstraction de son ego, de ses sentiments. Il est là au service du réalisateur. Et, et donc, d'où la qualité de l'écoute. Et quand je travaille avec un réalisateur, il est en face de moi, il me raconte ses plans, et moi je fais des petits crayonnés, mais hyper rapides, des 0 plus 0 égale la tête à Toto, et on cadre avec une méthodologie que j'ai mis au point, que je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et à partir de ça, une fois qu'on est d'accord, éventuellement je vais rentrer chez moi, faire des dessins plus aboutis, les mettre en page avec le numéro des plans, de façon à lui donner un document. Parce que donc le storyboard va, dans un premier temps, permettre au réalisateur de se rassurer sur son idée première, ou au contraire, justement, au vu des images, il va s'auto-censurer, il va rebondir et dire tiens, tiens, on peut faire quelque chose de mieux plutôt que ça. Et donc, ça, c'est le côté l'outil de création du storyboard. Et notamment, le storyboard va lui permettre de communiquer à toute son équipe, et ça peut représenter un certain nombre de monde, son intention, sa vision des choses, ses options de cadrage, sa façon d'enchaîner les plans, plutôt qu'un long discours qui prendrait du temps et de l'argent. Il ne faut jamais oublier que sur un tournage, le patron, c'est la montre, il faut cavaler. Il a d'ailleurs été démontré que sur les gros projets qui font entre 20 et 32 semaines, qu'un storyboard bien fait et efficace
pouvait faire gagner entre 15 jours et 3 semaines. Donc quand vous savez ce que coûte une journée de tournage avec les émoluments de toutes les personnes, les assurances, la location des lieux, du matériel, tout ce qui est inhérent au transport, à l'alimentation et l'hébergement des personnes, ça représente des sacrées économies. Et donc c'est la partie économique du storyboard, c'est ça notamment qui va convaincre le producteur d'engager des fonds, sans parler de sa réputation, pour un projet dans lequel il croit. Parce qu'un storyboard bien fait, là aussi, on peut presque, je dirais pas au centime près, mais on peut budgéter un plan, euh, plan par plan. On va dire, bah ça, par exemple, on va le tourner en décor réel. Ça, par contre, il va falloir un décor reconstitué. Et il va falloir tel type de caméra pour ce plan-là, etc., etc., etc. C'est vraiment un outil qui, c'est étonnant qu'en France ce soit si peu reconnu. Parce qu'effectivement, aux États-Unis, quand vous lancez un projet cinématographique, déjà culturellement, intellectuellement, le département storyboard figure dans le cahier des charges. Après, selon le réalisateur, sa façon de travailler, la complexité des séquences qu'il a, les exigences de la production, s'il y a des effets spéciaux, des cascades, de la pyrotechnique, du dressage d'animaux, etc., 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 vous allez prendre totalement, partiellement ou pas du tout. Mais eux, si vous voulez, ils ont ça dans leur éducation de cinéma. Jean-Pierre Jeunet raconte que quand il a travaillé sur Alien la Résurrection, il était dans les bureaux de la Fox et que les gars le pressaient de commencer. Et Jeunet leur dit: non, non, moi je suis désolé, j'ai encore besoin de 2 ou 3 semaines pour peaufiner mon storyboard. Et les gens de la Fox lui disent: non, il n'en est pas question, si on commence en retard, on perd Winona Ryder. Qu'est-ce qu'il a fait le Jeunet? Il s'est levé, il a dit: dans ce cas-là, on va pas pouvoir travailler ensemble. Il s'est levé, il est sorti. Et donc le lendemain, les mecs le rappellent. Il dit: bon, allez, on vous donne 2 ou 3 semaines. Donc pour lui, c'est. Et pour quelques autres, c'est vraiment un outil indispensable. Les gens ne comprennent pas qu'un film, ça se pense d'abord, ça se fait d'abord sur du papier, on réfléchit, on prend la tête, on dessine, on corrige, on s'auto-censure. Un scénario, ça s'écrit je crois, entre 5 et 20 fois. Le storyboard aussi, ça c'est jamais fixé. C'est sujet à plein de modifications. Et même les plus grands adeptes du storyboard partent le matin sur le tournage. Ils ont une idée dans la voiture. Ils oublient le storyboard et ils font leur première idée. Mais il y a quelque chose qui est lancé. Donc, quand vous avez des scènes extrêmement complexes à tourner, vous allez trouver les solutions en réfléchissant, en connaissance des moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui. Il y en a de plus en plus avec les effets spéciaux, le compositing, etc. Donc, ça permet d'aller dans le bon sens. Et encore une fois, c'est pas sur le plateau qu'il faut se poser la question, c'est avant. Le fait que les gens, même le plus petit des techniciens ou des figurants qui voient des images, il sait à quoi il va participer plutôt qu'un script qui quand même manque d'imagination, de visualisation plutôt. Et je pense qu'un storyboard, en plus beau, bien présenté, sur un plateau de tournage, ça va immanquablement créer une aura de motivation. J'ai j'ai travaillé sur un long métrage dont j'ai fait à peu près la moitié. Je me suis jamais autant éclaté sur un film pareil parce qu'il y avait tout ce qui peut plaire à un storyboard. Il y avait de l'humour, de l'aventure, il y avait des poursuites, des cascades en bagnole, en hélicoptère, etc. Il y avait même des petits personnages en images de synthèse, etc. Il y avait vraiment tout pour plaire. Le réalisateur avait des intentions de cadrage, de mise en scène, de mouvement de caméra qui étaient vraiment excitantes. Malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour, mais je le regrette d'autant plus que... Alors je ne sais pas s'il serait fait un bon film, s'il serait fait un film qui aurait bien marché en termes d'entrée en salle, mais je peux vous dire que moi je me suis explosé comme jamais. C'est pour ça que quand il m'a dit qu'il était à court d'argent, son projet me branchait tellement, j'ai dit: écoute, on fait un deal, moi je prends le risque,
parce qu'il me dit, ouais, si, on va le faire, ce film, on va le faire. Bon, c'est un petit peu mégalo sur les bords. Mais j'ai dit, moi, ça me plaît. Je prends le risque, on continue de travailler, et j'ai fait à peu près la moitié du film, ce qui doit représenter, à raison de 6 vignettes par page, je crois entre 170 et 190 pages. Mais bon, c'est comme ça. Mais je regrette pas de l'avoir fait. Je ne sais pas si vous avez vu Gladiator, qui est donc pas vraiment un court métrage, puisqu'il dure près de 3 heures. Gladiator de Ridley Scott a été intégralement storyboardé du premier au dernier plan, même les plans de face ne nécessitant pas de difficultés spéciales, par Sylvain Després. Alors déjà, je pense qu'il a dû avoir entre 1 an et demi et 2 ans et demi de travail à temps plein. Et avec Ridley Scott, il ne devait pas être payé 3 francs 6 sous. Il a travaillé pour Stanley Kubrick, il a travaillé pour John Huston. Enfin, il a une filmographie, un tableau de chasse assez impressionnant. Il faut toujours... ah oui, ça c'était une chose que je dis à mes élèves. Si on veut faire du storyboard, il faut oublier qu'on fait du dessin. Il faut se concentrer sur une seule chose, c'est qu'on fait du cinéma. À chaque fois qu'on est sur un nouveau projet, surtout avec un nouveau réalisateur, on repart sur une page blanche. On oublie le film qu'on a fait avant. C'est un nouveau film avec un nouveau mec ou une femme qui a quelque chose à dire, à raconter avec sa vision des choses. Et donc c'est une totale remise en question. C'est pour ça qu'il faut faire abstraction de tout ego quand on va faire ce métier-là. Donc je dirais la première qualité d'un storyboarder, c'est de savoir écouter avant de savoir dessiner. Parce que s'il n'y a pas une qualité d'écoute maximale, je vais éventuellement faire des dessins magnifiques, somptueux, mais il va me dire, t'as rien compris, c'est pas comme ça que je voyais le plan. Ça, c'est un véritable échec. Par contre, quand on me dit c'est exactement ce type de cadrage que je voyais, la composition de ton cadre correspond à ce que je voyais, là, j'ai réussi mon travail.